بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد، وأحياء لمئوية المناضل والمجاهد لامين دباغين ربي يرحمه. المئوية لأنه هو من مواليد 24 جونفي 1918، وذكرى ال 15 لوفاته لأنه كذلك من تاريخ الوفاة هو 20 جونفي 2003، وهي الذكرى ال 15 لوفاته. طبعا يشرفنا كثيرا أن نستضيف الأستاذ الفاضل سي رشيد خطاب، الذي سيتحدث على مسيرة ونضال المرحوم لامين دباغين ربي يرحمه. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا من صحفيين ومجاهدين وبعض الإطارات من الجمارك والأمن الشرطة الجزائرية وكل إخوة الحضور. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الأخ رشيد خطاب، أود أن أقول بأن المنتدى القادم إن شاء الله منذ يومين افتقدنا شخصية مجاهد وإعلامي عمي الزهيري حداد ربي يرحمه. وبالمناسبة كان عمل كتاب على كل حال، مسيرة مناضل شهادات، وللأسف يعني شاءت الأقدار أن يخرج الكتاب تاعو في اليوم تاع الوفاة تاعو. وطبعا باتصال مع الناشر والآخرين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم راح يكون أولا تأبينية تاع الفقيد عمي زهيري حدادا، أولا كإعلامي وكرمز تاع جريدة المجاهد. ثانيا من الذين دائما كانوا بجانب الجمعية وبجانب المنتدى، ولهذا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم ستكون لنا أولا وقفة تأبينية، وفي نفس الوقت تقديم كتاب مسيرة مناضل للمجاهد والإعلامي عمي زهير ربي يرحمه، وهذا بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري لأنه كان عضو فيها. وإن شاء الله نكونوا أوفياء، الكل واحد كان وفي للشهداء وكان وافي للتاريخ وكان وافي
الثورة. إذا مرة أخرى أرحب بالأخ رشيد خطاب وأحيل له الكلمة ليقول ما يريد. هو قال لي نقدم الكتاب المداخلة بالفرنسية، قلت له خذ راحتك بأي لغة ترتاح فيها. تفضل خويا رشيد، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم على كل حال. اسمحوا لي كيفاش قلت له طلبت الاذن باش تكون المداخله تاعي باللغه الفرنسيه لانني دونتها باللغه الفرنسيه. هذا هو. في donc c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort du docteur Mohamed Lamine Debbarine, et demain ce sera le centenaire de sa naissance. Donc je vous épargne tous les éléments qui peuvent vous ennuyer de biographie, que certainement l'assistance ici, vu son âge, avec tous mes respects, connaît certainement. Parce que, voilà, donc je vais parler directement, entamer directement le sujet. Hein. Alors, tout le monde sait que Lamine Debbarine est une figure assez particulière dans l'histoire du mouvement national, parce qu'on le trouve à deux moments importants, durant la Seconde Guerre mondiale et après le déclenchement de la Révolution. Il est un peu particulier par rapport aux autres, parce que c'est un caractère différent des autres, parce que je crois que c'est inédit un peu dans le personnel du mouvement national. À deux reprises et à des moments assez cruciaux dans l'histoire de l'Algérie, il jette le tablier, il démissionne. Chose que je vous défie, Annie, de trouver quelqu'un d'autre qui a fait la même chose que lui. Et pourtant, il était au summum de sa carrière, Annie, en tant que militant. Alors, c'est une figure aussi particulière parce que c'est l'intellectuel chez les plébéiens, en quelque sorte. On peut donner justement ce titre à cette conférence. C'est l'intellectuel chez le PPA. Le PPA, lui, où l'ensemble de ses militants sont tous, c'est à une époque, certainement, les années 40, étaient d'origine modeste par rapport aux autres militants d'autres franges du mouvement national, comme chez les élus ou chez les éléments, où là l'extraction elle est plus élitiste. Le PPA, comme vous le savez, il est d'origine, l'ensemble de ses militants était un personnel qui est d'extraction, comme je vous l'ai dit, modeste. Alors, un médecin, quand il arrive chez une catégorie sociale comme lui, c'est un plus, il a de l'aura. Alors, Lamine Debbarine a pris des études, comme vous le savez, à Blida. Il s'inscrit, après des études de médecine, à la fac plus tard. Je crois que à la dissolution du PPA en 1937, je crois qu'il avait terminé, ou il était en dernières années de ses études, son cursus universitaire en médecine. Alors, il militait déjà auparavant dans l'association des étudiants musulmans nord-africains. Ce n'est pas l'AIMAN, c'est l'autre, l'AIMNA. Hein, et il adhéra au parti en 1939. Le parti qui était déjà dans la clandestinité. Alors, il aura cette tâche un peu difficile. C'est-à-dire, je crois que de fait, pas de droit, il devient secrétaire général du parti. Hein. Donc, il sera un peu la cheville ouvrière dans la réorganisation du parti PPA, qui était, après l'arrestation de ses membres importants, M. El Hadj et les autres, donc il aura cette tâche avec d'autres militants, comme Abdallah Filali, Ahmed Bouda, Ahmed Mezghanna, Khalil, pour organiser justement le parti PPA, qui a subi les assauts de la répression vichiste. Hein, et durant la Seconde Guerre mondiale, hein, particulièrement, il restera fidèle aux idées de Messali et de la ligne directrice
tracée par Messali. Il reste en contact avec lui. Et il va s'opposer, par exemple, à une frange, les gens ne parlent pas beaucoup, de cette frange qui a cédé un peu à la propagande nazie. Parce que, comme vous savez, à cette époque, il y avait les fondateurs de la CARNA, qui s'appelait le Comité d'action révolutionnaire nord-africaine. Il y avait Mohamed Abdoun Fiha, il y avait Rajaf, il y avait Chadli Mekki, Mohamed Chercheli, Taleb, c'est-à-dire qui étaient un peu sensibles, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Donc, c'était... D'ailleurs, vous savez, après, il y a eu la mutinerie c'est-à-dire la caserne de Maison Carrée, où ce qui s'est passé à Churchill, des gens comme Amran, etc., sont rébellés justement contre... Alors, Messali a pris position pour que, justement, le mouvement, c'est-à-dire le PPA, n'adhère pas aux thèses racistes hitlériennes. Et il y avait une propagande très intense de la part des services nazis, comme un personnage que les gens oublient souvent, c'est Mohamed El-Mahdi, par exemple, qui est mort des années plus tard au Caire. Alors, parce qu'ils avaient, c'est vrai que Messali, quand même avec son background, c'est-à-dire très proche de la gauche française, et des mouvements révolutionnaires anticolonialistes, les années 20 et les années 30, a pris position, c'est-à-dire avec les forces alliées. Pas lui uniquement, mais même les gens c'est-à-dire de la frange, c'est-à-dire les gens des élus, c'est-à-dire comme Farhat Abbas, etc., ou Ben Jelloun, qui ont pris position en faveur des forces alliées, c'est-à-dire dans l'espoir que la charte atlantique et le Roosevelt donneraient satisfaction aux revendications nationalistes algériennes. Je vous décris un peu l'atmosphère dans laquelle, justement, Dr Lamine Barine dirige le PPA. C'est dans un contexte international particulier et un contexte national particulier. Et il fera un travail considérable, et plus particulièrement dans la frange, c'est-à-dire parce que le PPA, en l'absence de Messali, qui était en résidence surveillée à Belcourt, à Alger, et particulièrement avec ce qu'on appelle la frange jeune, avec Belouzdad, et d'autres, Ahmed Bouda, Mahsas, ils ont créé même une association qui s'appelle, un comité plutôt, s'appelle le comité de jeunesse de Belcourt, le CGB. Hein? Ce comité, d'après les historiens, a regroupé plus de 1500 cadres, plutôt militants ou adhérents. Donc, ce noyau va jouer énormément dans la création de l'OS, après, en 1947. À côté de ce groupe de Belcourt, il y avait un autre groupe qui, lui, était constitué de gens qui étaient issus un peu de la vieille garde du PPA, qui sont les gens de l'ENA, qui, lui, activaient au niveau de l'Qsba. C'est le groupe Alger-Kasba, où il y avait Madame Messali, Émilie Buscan, hein, qui est morte en 54, juste en octobre 54. Alors, ce groupe était constitué, lui, par Chercheli, Hamza, Mohamed Taleb et Houssine Asla, qu'on retrouve après 54 dans la création de Asla, dans la création de... D'ailleurs, je peux vous renvoyer à une très bonne historienne de l'histoire du mouvement national, par exemple Annie Reigol-Zeger, dans son livre que vous connaissez certainement, Aux origines de la guerre d'Algérie, 1945, où elle dit de Lamine de Barine, elle dit « Le docteur Lamine de Barine jouit d'un prestige immense, surtout à Sétif. Il incarne le parti pendant la répression de la période vichiste. Il jouit de l'aura de l'intellectuel dans un parti prolétarien et par conséquent, il joue sur l'activisme pour mieux mériter le peuple. Impulsif, il n'a pas la maturité politique des vieux militants de l'étoile nord-africaine.
Sous sa direction, le parti forge comme un organisme de combat, mais les moyens financiers manquent. Limité et la récupération d'armes difficiles, en parallèle, l'intellectuel précise les axes de la propagande. Il ne fait pas de faute d'influencer les positions de Farhat Abbas qu'il fréquente régulièrement. Voilà. Là, Lamine Dbaghine, une fois ses études de médecine terminées, il va faire des remplacements dans le cabinet du docteur Francis à Sétif, qui était un compagnon de Farhat. Et là, en étant à Sétif, il est souvent invité par Farhat Abbas chez lui pour faire des discussions sur les problèmes du mouvement national, etc. Peut-être c'est de là que va naître... J'oublie quelque chose d'important aussi, parce qu'il va connaître un peu la prison. Il y a eu un mouvement en 1943, juste après le débarquement des Alliés, hein, un mouvement de refus d'incorporation des jeunes de Blida, avec Ben Khedda et la Khirihi. Et les Français, la police française, trouvent la Libye justement pour interner Mezghana et Dr Lamine Dbaghine. Après, ils sont internés, ils sont torturés même. Je crois qu'on dit que c'est la première fois où la torture, un prélude un peu à ce qui va se passer avec les dopes, etc., où la police française va utiliser les méthodes de torture systématique. Il y a eu un grand mouvement de mobilisation et l'ensemble de ces jeunes, ce qu'on appelle les insoumis de Blida, combien ils étaient, je ne sais pas, vraiment une partie un peu qu'on ne connaît pas mal de l'historiographie du mouvement national. Donc, je reviens. Donc, il part à Sétif, il travaille chez Dbaghine, plutôt Francis. Et là, il la rencontre certainement avec Farhat Abbas. Et peut-être que c'est là qu'est née de ces rencontres et ces discussions l'idée du manifeste, qui sera la mouture sur laquelle vont se créer les amis, les AML. Hein? Et contrairement à une historiographie française qui veut dire attribuer la naissance de ce manifeste soit à Augustin Berck, le père de Jacques Berck, qui était dans les affaires musulmanes, ou bien à Murphy, le délégué de Roosevelt, c'est une manière de discréditer un peu, de montrer l'incapacité des nôtres à pouvoir réfléchir pour pondre un texte pareil. Ben Khedda nous renseigne de dire que finalement, l'idée du manifeste, c'était Lamine Dbaghine, qui lui élabore un texte qui s'intitule à l'origine « À la puissance occupante, quelle qu'elle soit ». C'est un peu l'adage que je connais عندنا العاميين اليتيم اللي تزوج مع مو انا ربيب هكذا يقولوا عندنا. C'est un peu ça. Donc c'est-à-dire lui, il s'adresse un peu à la puissance occupante, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle soit les forces de l'Axe ou là les alliés. حنا ربايب. Et c'est ce texte qui était d'une teneur indépendantiste, parce que c'est un peu c'est les idées du PPA, contrairement aux autres. Alors, il soumet ce texte à Farhat Abbas, qui, lui, va essayer de le rendre plus... Il arrondit les ongles, comme on dit. Hein. Donc, Farhat Abbas, le 10 février 1943, va faire une réécriture, et le manifeste va s'intituler « L'Algérie devant le conflit mondial, manifeste du peuple algérien » qui sera signé par les 3 partis nationalistes, le PPA, l'Union populaire algérienne qui a été créée par Abbas en 1938 et par l'Association des oulémas. À titre d'information, le PCA ne s'associera pas au manifeste. Il va essayer de faire cavalier seul en lançant, quant à lui, un comité ou une organisation qui s'appelle les Amis de la démocratie et de la liberté, qui ne va pas vivre longtemps. Il sera, parce qu'il va adhérer aux thèses de Thorez et tout ce qu'on sait sur l'Algérie en voie de formation, il a Khirihi qui va faire... il va gêner énormément le mouvement indépendantiste algérien, c'est-à-dire le PCA va s'aligner complètement sur les thèses défendues par le PCF.
Hein. Voilà. Alors, 2 mois après, à ce manifeste, il y aura, vous le rappelez, ce qu'on appelle l'additif au manifeste, qui est, disons, un complément au manifeste. Et en 1944, l'ensemble des forces nationales vont créer les AML, c'est les Amis du Manifeste et de Liberté, et le PPA délègue 3 militants, Ahmed Mezghanna, Chad Limeki et Aslah Houssine, au sein de ce comité AML, qui va faire, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, un tabac. Il y aura, on dit même qu'à Alger, il y aura quelques 500 000 demandes d'adhésion dans ce AML. Non, il parle d'Alger. Hein. C'est-à-dire, je parle, c'est la rue, je crois que c'est Cardinal Lavigerie, ou... voilà, il parle de... Je pense que les historiens disent, hein. Alors, le mouvement des AML, dès sa création, accepte les doubles adhésions. Donc, c'est pour une fois, après le Congrès musulman qui a été un échec en 1936, là, l'ensemble des groupes, sauf le PCA, adhèrent. Et donc, ça... Alors, on raconte un engouement spectaculaire que les Algériens, surtout à l'aune de ce qui s'est passé, la France défaite, le khouf tenha, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, ils ont montré ce que c'est la France par rapport à le rôle اللي كان يخافوه الآخر الناس شافوا, c'est-à-dire le roi est nu. Pardon pour le terme, voilà ce qu'il est. Donc, ça a été quelque chose de fantastique dans l'histoire du mouvement national, et il y aura les répercussions après. Finalement, le rôle d'Al Khafou, finalement, il n'était pas aussi, surtout, hein, c'était pas aussi l'affaire. Et là, le PPA jouait énormément dans la mobilisation des champs, et il trouve ces AML comme un paravent pour pouvoir faire de l'entrisme, de l'entrisme au sens des partis révolutionnaires. Alors lui, les antécédents un peu bolcheviques de Messali, ou peut-être, hein, peut-être que je dis ça entre guillemets, c'est toute la technique d'entrisme et de propagande. Ils ont fait un travail fantastique au sein des AML, chose qui n'a pas tellement plu à l'aile modérée comme Farhat Abbas, etc. Et là, on sait ce qui s'est passé en 1945 et tout, le soulèvement du 8 mai 1945. Hein. Ce n'est pas le premier, c'est le 45. Et là, Lamine de Barine jouera, d'après ce qu'on les historiens, joue un rôle important. Même si après, dans ce qui a été dit, moi je suis très étonné d'ailleurs quand on voit les propos de Mustfaï, ou même de Mahsas, hein, ou tous ces gens qui comptaient un peu à cette époque, c'est-à-dire, le docteur Lamine est un peu dégommé. Hein. C'est vrai que lui, il le dit après à des gens, comment il a pu échapper au lynchage, il a hein. C'est vrai que les sources historiographiques manquent énormément pour voir le rôle des uns et des autres. Peut-être que les historiens nous éclaireront un peu sur des aspects un peu méconnus de notre histoire. Hein. Voilà. Donc, lui, il va diriger un peu le parti en compagnie de ces gens comme Bouddha et Lahiri, on l'a dit, jusqu'au retour de Bessali, 1945. Alors, il y a eu l'amnistie de 1946 où, voilà, c'est-à-dire le peuple a toujours interdit à la kulli hal. Ils vont essayer de reprendre le travail. Et Messali, comme on dit, 1946 revient, après la déportation de Brazzaville, et son arrestation en 1945, vous connaissez ce qui s'est passé à Tsarchlala, c'est pas la peine de vous le répéter. Il revient en 1946, alors il trouve un nouveau parti avec de nouveaux personnels, des jeunes qu'il ne connaissait pas. Lui, il est parti arrêté depuis fin des années 30, il a créé. Mais Messali, Laura, le Zaïm, etc., d'ailleurs, le slogan « Libérer Messali » était présent lors des manifestations du 8 mai 1945. Hein, c'était « Libérer Messali ». Alors, de retour à Messali, on sait comment, avant son passage, il a vu des preux, il a vu les anciens du Front populaire, il y a l'histoire de la France, les leaders, c'est-à-dire l'association des communistes ou des socialistes avec De Gaulle et la Khedéhi. Là, Messali il y avait des élections législatives qui s'annonçaient pour le 10 novembre 1946. Et Messali était pour qu'un adepte il voulait participer aux élections. Chose que la frange jeune, et de Barine en particulier, refuse. Et là, il y a une opposition. C'est la première opposition que Messali va trouver au sein du PPA avec la figure
Lamine de Barine. Il y a eu auparavant déjà des oppositions à Messali dans la crise des années 30, hein, avec Image, etc., et tous les débats qu'il y a eu au sein du PPA. Là, alors, il y a eu, tout le monde sait, le comité central a été très agité. Il y a eu une réunion à Bouzerrea où il y avait des oppositions, deux groupes. Il y avait les gens, Messali, Lahouel et Maïza qui étaient pour. Il y a des gens comme Ed Hamouda, Taïbou El-Hrouf, Omar Siddiq qui étaient contre. Alors il y avait ce débat. Finalement, c'est la motion Théo, Messali, pour la participation qui a pris le dessus. C'est-à-dire à quelques voix après, hein, c'est-à-dire une majorité. Mais le Dbarine, en militant discipliné, d'ailleurs n'a pas participé au débat, il s'est tu et il a accepté le verdict du débat à l'intérieur du PPA. Le Mouhim. Et là, puisque le PPA n'existait plus, interdit, ils ont créé le MTLD, hein, le manifeste, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, pour chapeauter ces élections. Et Lamine de Barine accepte, c'est-à-dire la participation. Il sera sur la liste dans le département de Constantine, où il sera élu dans la deuxième circonscription. À cette élection, il y avait Mohamed Khidar, Dardour et Boukadoum, Mezghana, aussi furent élus à l'Assemblée française. Ils vont constituer un groupe du MTLD au niveau de l'Assemblée française. Et là, ils reçoivent la directive de ne pas participer, mais ils participent quand même. C'est-à-dire, lui, il justifie Lamine de Barine, sa participation. Il dit, voilà, on va utiliser la tribune de l'Assemblée pour avancer nos revendications. Et là, mais il y a des historiens ont reproduit un peu les PV, c'est-à-dire les minutes de l'Assemblée. Il a fait un discours, une fois, une intervention remarquable, où il conteste à l'Assemblée française de légiférer au nom du peuple algérien, c'est-à-dire ne pas reconnaître. C'est une position très courageuse. À un moment difficile de l'histoire, ce n'était pas facile d'être aussi intransigeant. Donc, Lamine de Barine, avec sa ligne révolutionnaire, c'est l'activiste, c'est au sein du PPA. La deuxième opposition qui va se manifester entre Messali et Lamine de Barine, elle sera lors du congrès de février 1947. Alors là aussi, on voit c'est-à-dire la ligne de démarcation entre deux groupes. Hein. Le congrès qui s'est tenu à Bouzerrea en 1947, qui verra parmi ses résolutions la création de l'OS. Hein. Alors là, dans ce congrès, on a aussi deux mentions qui s'affrontent. L'une représentée par Messali encore, l'Houel Chouki Mostfaï, qui lui intègre le PPA, un autre intellectuel, un autre médecin qui va donner du poids. Et d'ailleurs, c'est grâce, je crois, il y a une très belle lettre de Mostfaï adressée à Lamine de Barine, où il évoque un peu comment en 41 ou en 42, comment il a justement pris contact avec Lamine de Barine pour le soulèvement populaire, et il temporise un peu de Barine, lui disant, en s'adressant à lui jeune, lui dit, écoutez, arrêtez un peu, ce n'est pas le bon moment, parce qu'il lui fait toute l'histoire un peu des insurrections populaires depuis le 19e siècle, et comment ils ont été matés par l'armée française, qu'il ne fallait pas envoyer le peuple au massacre, et bien, il fallait temporiser, etc. Chose que, dans le débat après Zdine et Lakhirihi sur l'opportunité du soulèvement, et voilà. Alors, il y a, comme je vous dis, les deux mentions, et là aussi, il y a cette opposition entre les gens de Bellecour et ceux d'Alger, parce que toujours Lamine de Barine s'affrontent par personnes interposées les uns des autres, et l'akhiri. Hein. Je vais essayer de faire vite parce que c'est. Hein. Alors à ce congrès, Messali cède du pouvoir. Parce qu'il y a un problème qui se posait, parce que dans la tradition, c'est le président du parti qui décide de l'élection des membres du comité central, je crois. Et là, il y a les gens de la fédération de Kabylie, je crois, avec Hamouda, Benna et Lakhiri, qui lui contestent cette capacité.
certains disent que finalement on lui a dit vous étiez absent, vous ne connaissez pas le parti maintenant nouveau, il a créé parce qu'il y a de nouveaux jeunes. Et d'ailleurs il a accepté en quelque sorte Messali parce qu'il était en retrait, il n'a pas participé au débat. Mais il n'aura plus la capacité de désigner seul ce comité. Alors ils vont créer un comité pour désigner un comité central qui sera 12. Il y aura lui, Messali, il y aura Lamine Dabarine, Bouda, Houssi El-Houl et Ahmed Masrana qui vont parrainer cette désignation. Là, l'opposition, elle est claire. C'est-à-dire, finalement, il commençait à faire de l'ombre à Messali. C'est devenu un peu gênant. Alors les choses, cette opposition va continuer. Chacun, il y a les jeunes, il y a les anciens, il y a l'opportunité avec la création de l'os, l'opportunité de préparer à la révolution. On met à la tête de l'os comme Belouzdad. Il a créé Belouzdad d'ailleurs pour faire le programme, etc. de l'os. Il va demander à Boukadoum et Lamine Dabarine pour l'aider justement à cette structuration. Alors, c'est-à-dire les choses vont comme ça vont nourrir un peu cette opposition qui sera manifeste encore une autre fois, non au congrès de Zédine comme certains le disent, mais plutôt au comité central élargi qui s'est tenu à Zédine en 48, en fin 48, dans la ville de Zédine. Et là, l'Houel sera désigné comme secrétaire général du PPA et Lamine Dabarine aura le pouvoir de diriger la délégation extérieure du MTLD. Et tous les historiens disent que finalement cette opposition elle était très, très virulente parce que derrière il y a tout des débats de fond exposés justement au sein de l'instance la plus indépendante du mouvement national. Et l'opposition, il y avait ça, mais aussi il y avait une histoire de personnes. C'est vrai que Dabarine, au fond, voulait la place de Messali. Hein, ça, c'est une histoire d'affaires personnelles aussi. Hein, ça. Donc les dés sont un peu jetés et Messali il va essayer de faire ce qu'on appelle dans la tradition l'épuration. Hein. C'est connu un peu dans l'histoire ce genre de choses. Il y a l'avènement de la crise berbériste de 1949. Alors c'est un peu l'alibi pour lui de dégommer non seulement les éléments berbéristes, mais aussi, hein, ce n'est pas le critère, parce que le critère n'était pas tellement fondé, parce que même des gens qui n'avaient rien à voir avec les berbéristes. Mais là, Dabarine, justement, sur la question culturelle, il n'est pas tellement opposé à Messali, hein, c'est clair. Mais c'est une histoire... Alors, Dabarine est isolé, il se retrouve, il comptait beaucoup sur cette fédération, PPA, Oussedek, Benna et Lakiri, qui sont exclus, donc il va se retrouver en minorité au sein du comité central. Donc il est facile de l'évincer. Alors il essaye de trouver un peu des appuis au sein de l'OS, c'est Ahmed qui le lui refuse. Mais il va essayer de voir les gens de Constantine, la fédération de Constantine, qui lui refuse aussi. Et là, il devient sujet un peu fragile pour l'expulsion. Alors, on va prononcer son expulsion. Mais lui, il avait déjà demandé sa démission. Je crois qu'il a envoyé en mission à Tunis, je crois, pour le contact des pays maghrébins ou des leaders maghrébins. Il envoie sa démission en 1949 et il va rentrer, il va encore jeter le tablier et rentrer dans son cabinet de Saint-Arnaud, d'Alma, pour exercer sa profession de médecine. Mais il reste toujours en contact avec le PPA. Je vous lis une petite note de Mohamed Yousfi, qui s'est intéressé à l'histoire du mouvement. Il dit ceci: sensible, Dabarine souffrait dans son fort intérieur du désaccord fondamental qui l'éloignait de Messali, de l'Houel Hussein et de Cherchali. Il déplorait même, mais sans concession, ses conceptions globales de la lutte le rendaient inflexible. Pourtant, beaucoup de ceux qui avaient pour lui un respect affectueux
son élimination parut une perte sèche au niveau de l'élite révolutionnaire et du militantisme. Jeune activiste, rompu déjà au chemin de la clandestinité dès 40, son intelligence politique et sa ferveur à défendre la cause du peuple le hissaient au rang des grands dirigeants du PPA. Nationaliste révolutionnaire aux principes inflexibles, ajustant sa vie à ses idées, humble, le parti était pour lui sa raison d'être. Une famille, son tout. Il gardera aux yeux des militants un aura qui ne s'éteignait jamais. Par ailleurs, je reprends quelqu'un qui vient encore, qui parle, M. Bled Abdelem le dit aussi dans son livre Le hasard et l'histoire, il dit l'exclusion de Barine a créé une crise de confiance chez beaucoup de militants. Il y a eu des gens qui ont démissionné, qui se sont mis en marche du parti, d'autres qui ont réagi et qui ont été exclus. Lamine a essayé de réagir à son expulsion. Il a pris contact avec des khasmat à la base pour leur dire « Bon, je suis victime d'une injustice, j'ai des désaccords avec la direction, mais c'est la direction qui n'est pas à la hauteur et le parti a réagi par l'action répressive. » Et je crois que quelques ans après, quand Bouddha veut lui coller, par exemple, la paternité du mouvement berbériste, et on connaît l'affaire de Tebessa, de Khiyari, comment l'os a été démantelé, je crois que Khiyari était un sympathisant de Lamine. À l'origine, donc, pour la correction, je vous épargne ce récit. Alors, après 54, c'est-à-dire après 54, lui il était à la marge du mouvement national. Il y a les trois, parmi les trois historiques, Ben Boulaïd, Krim et Boudiaf sont allés le voir. Ils ont pris rendez-vous pour lui proposer de diriger le FLN au moment du 1er novembre. Et après les avoir écoutés, tout le monde connaît un peu l'anecdote. Il a refusé. En attendant, il n'a pas fermé les portes, mais alors on va voir. Il a été arrêté après la vague d'arrestation qui a touché le milieu du PPA après novembre 54, les centralistes, comme on le sait. Lui, il était arrêté en juin 55. Il passera 6 mois. Et après les 6 mois, il va prendre contact avec le FLN et Abban Ramzan. Et comme on le sait, que le 20 août 56, il sera désigné comme membre titulaire au sein du CNRA. Et le CCE va, en 56, lors du congrès de la Soumam, va le désigner comme chef de la délégation extérieure du FLN. Alors il quitte l'Algérie pour rejoindre le Caire. Il faut signaler aussi que cette fonction de chef de relations extérieures lui a été assignée lors de la réunion de Zdin en 48. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un peu ces histoires de relations avec la France. Alors, pardon. Alors, les historiographes sont un peu critiques, mais on ne connaît pas les éléments parce que c'est... Comment se fait-il qu'il y avait la délégation extérieure au Caire, c'est-à-dire avec les principaux chefs Khidar, Ben Bella et Ahmed, comment le congrès de la Soumam envoie d'autres membres qui sont Yazid, ils désignent plutôt Yazid, Sheikh Erdin, Tawfiq Madani, Farhat Abbas, je crois que j'ai cité Mohamed Yazid, pour étoffer un peu cette délégation, et à leur tête, il va désigner Lamine de Barine. Parce que Lamine de Barine, dans une lettre qui a été reprise par Belhoussine Mebrouk, dans son livre Le Courrier d'Alger, qui est très, très intéressant, hein, il dit dans une lettre qui a été adressée par un membre de la délégation extérieure au CE, il dit ceci, hein, en post-scriptant, je lis, hein, c'est très important comme témoignage, il dit « Le frère Lamine vous remercie du grand honneur que vous lui avez fait de le désigner comme chef de la délégation extérieure. Néanmoins, il est au regret de vous informer qu'il lui a été impossible d'assumer cette responsabilité. Il estime que la qualité de simple membre de la délégation, au même titre que l'un quelconque des frères envoyés par l'intérieur au Caire, suffit amplement l'utilisation de ses possibilités. C'est pourquoi il estime également ne plus être compté comme membre du comité des 6, d'autant plus que ce comité des 10, parce que n'a été qu'un comité de 3 depuis la rentrée de l'intérieur de Hakim, yani Ben Mehdi, et l'affectation à New York
et à Madrid de Taïeb et de Haït. Alors, mais dans cette remarque, on voit que finalement, il n'accepte pas. Mais comment ça se fait que finalement, il est revenu sur cette décision, il continue de diriger cette délégation extérieure. Alors, la nomination de Lamine de Barine à la tête de cette délégation extérieure a été contestée par Ben Bella et par Aït Ahmed. Et un jeune historien américain qui a écrit un peu le livre qui s'appelle, c'est une thèse d'ailleurs, qui a été soutenue, je ne sais pas dans quelle université américaine, il s'appelle Mathieu Coney, son livre s'appelle L'arbre secrète du FLN, parle comme une manœuvre de la part de Aben pour contrôler un peu la délégation extérieure. Alors quand on voit la lettre, le post-scriptum de la lettre, c'est un peu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça c'est une lecture un peu partielle. Hein. Mais le fait de dire que finalement cette nomination a été contestée, je crois que la contestation n'est pas uniquement. Il y a la personne de Lamine, à la Kulihal, il y a la contestation des résolutions. À la Soumam, surtout par Ben Bella. On sait ce qui s'est passé avec Mahsas en Tunisie, c'est pas la peine de revenir là-dessus, vous connaissez cette histoire. Mais Ahmed, lui qui ne conteste pas entièrement la résolution de la Soumam, va faire une fixation sur les mines. Il refuse dans une lettre reprise par Harbi, cette remarque, où il dit, je cite Harbi. Harbi, dans le bouquin de Marouf, le FLN Mirage et Réalité, il dit ceci. Il signale à la page 190, vous pouvez le noter, le seul point de désaccord avec le CCE porte sur la nomination de Lamine de Barine comme responsable de la délégation extérieure. À cause de son travail systématique de dénigrement des uns et des autres et des méthodes déloyales. C'est sa responsabilité. Par ailleurs, Harbi, selon lui, ce jugement, le jugement d'Aït Ahmed concernant le personnage de Lamine de Barine a été largement partagé par les 5, Boudiaf, Bitat et les autres. C'est sa responsabilité, c'est Harbi qui est là. Qui vont vouloir écrire l'histoire, on essaye de mettre des guillemets pour ne pas. Ça n'engage que l'auteur. Concernant Ben Bella, lui, dans un autre rapport qui est publié dans les archives de la révolution algérienne, Marouf, à la page 184, et que j'espère que je ne vous ennuie pas, messieurs. Je ne vous ennuie pas, Yak. D'accord, on a mais on ne peut pas tronquer la chore. Moi, je suis obligé de dire mes sources. Alors, la page 184, voilà ce qu'il dit. Concernant Lamine, c'est-à-dire parlant de Lamine de Barine, il dit ceci. Lamine, nous avions déjà attiré votre attention, parce que la lettre, c'est un rapport qui est destiné aux 3B. Au 3B, il leur dit, Lamine, nous avions déjà attiré votre attention immédiatement après notre arrestation sur son cas, et nous répétons, s'il le faut 1000 fois, le danger de cet individu, d'une ambition effrénée, maniaque de persécution, soupçonneur, intrigant par nature, incapable du moindre effort intellectuel, méchant. Nous ne comprenons pas pourquoi ni comment il a accédé à une aussi haute responsabilité. Nous pensons que depuis le temps où vous êtes fait une opinion assez exacte pour tolérer encore plus longtemps sa présence parmi vous. C'est un jugement très sévère, un peu méprisant. Surtout dire qu'il était d'une moindre fois, ça donne une capacité intellectuelle en quelque sorte. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui damait le pion, il a des capacités intellectuelles comme remarquables. Et pourtant, les 3B n'ont pas pris greffe de cette remarque de Ben Bella, et ils le reconduisent. Il va rentrer au CCE, le deuxième CCE. Donc, il passe du comité, c'est-à-dire du CNRA au CCE. Donc, c'est-à-dire, ça prend de... Comment ça se fait? Je ne sais pas. Et en plus, après, il sera même nommé ministre des Relations extérieures dans le premier GPRA de septembre 1958, sous la présidence de
de Farhat Abbas. À cette époque, Fathi Dib, tout le monde le sait, qui était un peu le monsieur révolution algérienne au sein des services égyptiens, lui va nous donner notre point de vue. Moi, je trouvais que c'était pour équilibrer un peu les propos méchants un peu de ses compagnons d'armes. Vraiment, ils étaient très proches de lui. Alors, Fathi Dib, qu'est-ce qu'il nous dit? Après avoir dit d'origine arabe, musulmane, pratiquant, on connaît un peu la Kharta Fathi Dib, il avait été le premier adversaire de Messali Hadj. Il était sincère, honnête, mais indécis et pessimiste. Il jouissait d'une grande confiance auprès des combattants de l'intérieur, ce qui avait amené les responsables algériens à le garder et à profiter de sa présence au sein du gouvernement provisoire pour convaincre l'armée de soutenir celle-ci. Il était convaincu que la révolution passait au-dessus des personnes. Il était partisan d'une collaboration avec l'Égypte pour utiliser toutes ses possibilités dans la lutte contre la France. Ça, c'est le cite dans le livre qui s'appelle Nasser et la révolution algérienne qui a été publié. Durant cette période, Lamine de Baril se chargea sans heurts d'une manière efficace de ce département du GPRA. Et on sait le côté diplomatique que ça a donné à la révolution algérienne et le poids de la diplomatie et de tout c'est-à-dire les moyens qu'ils ont fait un peu partout dans le monde, dans les différents continents, la question algérienne comme a été apportée par toutes les forces progressistes du monde, etc. Mais je crois que Lamine de Baril était pour beaucoup de choses dans ce travail de l'Akhar. Et je crois que les rapports étaient très, très tendus entre les différentes... tout le monde le sait, c'est pas la peine de répéter chose dite. Mais il y a eu une affaire très triste qui a fait sonner un peu le glas à la carrière de Lamine de Baril. C'était l'affaire Amira. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, vous serez obligé de détailler un peu, non? Alors l'affaire Amira, voilà. Amira qui était le représentant de la révolution algérienne au niveau d'Al-Qahira. Lui était d'origine de Djidjel, c'est un ami de Baril à Sétif, depuis longue date. Et il a été convoqué on lui a tenu des propos, qu'il a tenu des propos un peu méchants envers, particulièrement Dr Francis. Alors, on l'avait convoqué au niveau du siège du GPRA au Meydan Tahrir al-Qahira pour s'expliquer sur ses propos qu'il trouve diffamatoires. Il y avait Boussouf et il y avait Farhat Abbas. Il y a eu une altération, d'après ce que raconte Ben Khedda, tout le monde a entendu, c'est-à-dire, c'est-à-dire une querelle, et le monsieur tombe du 5e étage de l'immeuble. Et les gens disent qu'il a été giflé par Farhat Abbas, donc un moment de colère, il se jette du 5e étage. C'est-à-dire, alors ça a créé une polémique. C'est-à-dire, Lamine de Baril, son ami qui est mort, demande une enquête. C'est-à-dire, il soupçonne Farhat Abbas et Boussouf de l'avoir défenestré. Et l'Égyptien, comme il y avait le transfert du siège du GPRA à Tunis, c'est un bon moyen de s'immiscer un peu dans les affaires intérieures du GPRA. Alors, de Baril n'accepte pas la version de Boussouf et de Farhat, demande une enquête. Et chose qui va permettre un peu, d'après ce qu'on dit, au service égyptien, surtout pas par le 5e étage. Le 5e étage, les écoutes du GPRA, etc. Je ne sais pas, je sais pas, mais ça a créé Gizani, donc ça a très mal terminé pour lui et il ne sera plus reconvoqué même lors des réunions du gouvernement, etc. Et il se trouve marginalisé en quelque sorte. Et il va demander sa démission. Mais c'était juste 59, si vous vous rappelez, c'était De Gaulle qui lance l'idée du référendum. Alors il propose au GPRA, il dit, je reviens sur ma décision, il ne faut pas que l'Adou sache qu'il y a une divergence maintenant. Il faut qu'on aille faire front commun devant l'ennemi. Alors il fait un rapport remarquable. Ça n'a rien à voir avec l'incapacité intellectuelle ou le moindre effort intellectuel de Ben Bella, parce que je vous invite à lire ce rapport de 59,
où il est d'une teneur remarquable. C'était le seul rapport politique, justement, sur l'offre de référendum de la part de Gaulle. Dire qu'il ne faut pas refaire les erreurs que d'autres mouvements révolutionnaires ou d'autres luttes d'indépendance ont fait avec, comme en Syria ou la Lebanon ou en Indochine, avec l'expérience des négociations de Genève, etc. Faire gaffe. Je crois que l'histoire lui a donné raison. Et c'était le dernier rapport qu'il fait, le dernier, et il va s'effacer de la scène politique. Même après 62, il revient à son cabinet. Pour information, j'ai su que ce n'est que les années 80 que, sous la pression de certains amis à lui, pour demander l'attestation d'ancien moudjahid. Et là, c'est trop tard. Mais il y a toute une histoire à raconter parce que ça explique un peu les vénimités personnelles des uns et des autres. Mais je crois qu'il va trouver, avec un témoignage de Belkhadda et de Amran, pour faire sa carte. Et il nous quitte le 23 janvier 2003. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, messieurs. Je ne vous ai pas ennuyé, j'espère. يعطيك الصحة. شكرا سي رشيد خطاب على هذا العمل وهذه المداخلة القيمة واللي طبعا تقعد الأرشيف إن شاء الله. احنا سي لامين دباغي ربي يرحمه. الحاجة اللي ربما نضيفها هي الحمد لله البيت تاعو والدار تاعو صبحت مسجد في العلمة. كنا مع سي عبد المجيد شيخي كنا درنا واحد الذكرى تاعو في العلمة ومع السلطات المحلية اللي كان عندها صدى كبير. وكانت لنا واحد المناسبة للأسف في البيت تاعو في القبة. كنا زرناه في الليل جواه 9 تاع الليل قعدنا معاه حتى 12 تاع الليل. للأسف كي قاعد يحكي لنا بلي ديتاي تاع 45 شغل البارح راه يحكي. سي دوماج الغلطة تاعنا ما سجلناش هذاك اللقاء. هذاك كان سي بوسلامة ربي يرحمه، كان حسن بن علاق اللي كان في لوتيل اليتي. رحنا الشيء اللي نشفالو عليه حط لنا قرعه سيليكتو حمود بوعلام وكيسان قدم وهذا يرجع للتواضع تاع الشخصيه تاعو لانه انسان متواضع اكثر. سعد المجيد ربما الميكرو سعد المجيد حب يقول كلمه. معليش تفضل دير الميكرو. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، أنا لن أحاضر ولن أقدم شيئا جديدا ما عدا أنني أستشهد ببعض ما قاله المرحوم لامين دباغين إضافة لما قاله الأخ المحاضر المحترم. تحدث الأخ المحترم عن الخطاب الذي ألقاه لامين دباغين في الجمعية الوطنية الفرنسية في سنة 47 وبأية مناسبة. هذه الحادثة تستحق كل العناية والتقدير للعمل الجبار الذي قام به النواب الجزائريين تابعين لحركة انتصار الحرية الديمقراطية، وأنهم قسموا العمل فيما بينهم، لأن المناسبة كانت هي دراسة مشروع القانون الأساسي الذي كانت تعده السلطات الفرنسية للجزائر. وكان الحزب برمته بكل تياراته رافضا لفكرة أن فرنسا تعطي أو تصدر قانونا أساسيا. الخطأ الذي وقع حتى في كتبنا المدرسية بعد استرجاع السيادة الوطنية أن المترجمين ترجموه بدستور الجزائر لسنة 47.
وأنا شخصيا قدمت احتجاجا لوزارة التربية على أساس أنه لو كان دستورا لما كنا في حاجة إلى ثورة، أن الدستور يصدر عن برلمان وطني، وهذا من المطالب التي ذكرها الأستاذ أو الدكتور لمين دباغي. إذن أردت أن أقرأ لكم جزءا من الخطاب الذي ألقاه المرحوم لمين دباغين بهذه المناسبة، وقد ألقيت أربع خطابات: خطاب لمين دباغين، خطاب جمال دردور، خطاب مزغنة، وخطاب سيبوقادو. نعم. فلمين دباغين تكفل بالجانب التاريخي لإثبات للرأي العام الفرنسي وخاصة النواب والحكومة الفرنسية كانت موجودة في القاعة، إثبات أن الجزائر كانت أمة وكانت دولة مستقلة، وأن ما وقع في 1830 كان عدوانا. وإذا كانت فرنسا لا تريد أن تتذكر فأراد أن يذكرها بكل التفاصيل التي سبقت 1830. لكن من بين هذه التصريحات يقول في بداية كلامه: زملائي من كتلة حركة انتصار الحرية الديمقراطية بالجزائر الذين سبقوني إلى هذا المنبر وأثبتوا بما يغني عن المزيد من الأدلة أن الاستيطان والاستعمار كان بالنسبة لوطننا الجريح كارثة حقيقية من كل الجوانب ووجهات النظر، لكن سيكون من الخطأ الجسيم أن نعتقد مثلا أن إرادة ورغبة الشعب الجزائري في الاستقلال ناجمة فقط عن كون الاستعمار فشل بالمعنى المادي للكلمة، لأن هذا سيعني مثلا أن الاستعمار لو نجح في تحسين مستوى معيشة المسلمين كان سيجرنا ربما إلى تقبل فقدان شخصيتنا وسيادتنا وثقافتنا بالرضا، وهذا كله مناف للحقيقة. حتى يقول: وحتى لو كان الشعب الجزائري كما أكدوا لنا قد انتقل من بائس تحت حكمه الذاتي وأصبح بحكم النار الفرنسية الشعب الأكثر سلامة وثقافة ورقيا، يتدخل وزير الداخلية الفرنسي يقول: لا تبالغوا. لمين دباغين يجيب: أنا هنا لأقول الحقيقة وسأواصل، وكلماتي لا تتجاوز أفكاري، وأعيد ما كنت أقوله. يتكلم نائب آخر: في كل مرة تقومون بمحاكمة فرنسا وهذا لا نقبله باسم الدم المشترك من أجل الحرية والعدالة. يجيب الدكتور لمين دباغين: لن تسكتني تدخلاتكم، ما قلته كنت قد قلته أمام قاضي التحقيق سنة 43 وسأقوله مرة أخرى. لا تنسوا سيداتي وسادتي أن الجزائر أمة، كانت أمة وكانت سيدة، ويجيب التفاصيل حتى في آخر المطاف يقول له: أنا ما نسكتش وجاي نقول الحقيقة، قاطعوني وأنا ما نقطعش الكلام نتاعي، غطيوا الكلام نتاعي لكن أنا سأواصل الكلام. هذا الخطاب هذا أنا تمنيت يعني صادقا أن يحفظه كل جزائري، وأنه كتب بالفرنسية ونشر من طرف الحزب في ذلك الوقت على هذا الشكل: au service du peuple algérien, édition de l'avant-garde algérienne. والخطاب هو هذا، خطاب لمين دباغين هو هذا كما جاء. هذا خطاب جمال دردور، وجمال دردور سيتحدث عن التعذيب حتى يقول وزير الداخلية يقول له: الشرطة تاعكم أكثر من الجستابو. يقول له: احشم شوية، رانا عندنا غير سنتين من اللي خلصنا الحرب العالمية الثانية
ولا يصح أن نتكلم عن المقارنة بين الشرطة. قال له روح شوف لامين دباغين، قال له روح شوف واش يجري في مراكز الشرطة عندكم. قال له وإذا أردت وإذا سمحت الجماعة أن أخلع ملابسي فسترون آثار التعذيب على جسمي. وقال له وانت سي دردور حتى انت تنجم تنحق الشك. قال له لا لا لا, لا حبس. هذه الخطابات يعني تمنيت لو أنها وصلت إلى كل مواطن جزائري ليعرف ما كان من عمل هؤلاء الأربعة في المجلس الوطني الفرنسي، وبفضلهم رفض القانون من طرفهم، ولكن أقرته السلطة الفرنسية والبقية تعرفونها. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ عبد المجيد شيخي. قبل سي بوسوسة يحضر معنا الدكتور سعيد شيبان واللي ربما راح يقدم لنا شهادة. سي سعيد تفضل سيد المسيح. ما شوية هدوء الله يعيشكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. أنا أبدأ بما ختم به الأستاذ الشيخي الأساتذة بمطالبة التربية الوطنية بإدراج نص خطاب الدكتور لامين دباغين رحمه الله في المجلس التأسيسي الفرنسي كمادة تاريخية وأدبية. حقيقة يضاف إليه مقال الشيخ عبد الحميد بن باديس لمن أعيش كمادة أدبية ومعنوية كذلك. هذه زوج حوايج. عندي زوج كلمات حول لامين دباغين رحمه الله الذي تشرفت بالتعرف عليه وبمحادثة به معه عدة مرات كثيرا برفقة المرحوم محمد العربي دماغ العتروس رحمه الله. لكن بودي زوج كلمات لم يكن شاهد بيني وبينه رحمه الله. سألته عما كتب حوله بما أنني لم أسمع لسوء الحظ، إن شاء الله سنقرأها إن شاء الله، لم أسمع ما قيل. لكن سألته قبل موته بسنوات هل له دور في حوادث 45؟ لا أدري إذا كنت تطرقت إلى هذا، لكن شهادة منه بلسانه رحمه الله قال لي رحمه الله أنه لم يكن له أي دور فيما نسب أو ما ينسب إليه في حوادث انتفاضة 45 8 ماي و15 ماي فيما يسمى بالأمر وضد الأمر. نعم، هذا يعني حقيقة زوج شهادات منه. حوادث 8 ماي وقال كيف ذهب من العاصمة بما لبس من لباس كولونيالي هكذا بالمحطة إلى السطيف وهلم جرا. وكذلك في مسألة l'ordre et le contrôle قال لم يكن له دور لأنه لا زال في الكتب فيما يكتب حاليا وما قرأته مؤخرا منه من شهادات من مناظرين القدماء، لكن كتبوا عنه ما لم يؤكده رحمه الله. هذه المسألة التي وددت أن أبلغها رحمه الله، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. أريد إضافة شيء قليل لما قاله الدكتور سعيد شيبان. هو لمين باغين كان في سانت أرنو في العلمة، وفي حوادث 45 العلمة بقت هادئة، لم تكون هناك اضطرابات مع الرغم وجوده هنا في نفس المكان. ونعرف واش صرا في الصيف وقلمة اما في العلمة كان انسان عنده دور كبير امام المناضلين، وهذا ربما ياكد واش قال له هو. تفضل خليه يريح. تفضل الاخ استنى كاين زوج. تفضل الاخوه باش ما انا صوت العلم. نعم من العلم ما نتكلم على الكلمات. نعم تفضل انت وسي ديلمي على كل حال. هاكم زوج ولاد العلمة. تفضل. فيما يخص أحداث من يومين 45. تفضل. احنا السؤال إذا مين دوبارين وأكدوا سي سعيد. أني سمع شاهد فيه قال من يومين خاطئة، بس أول ماي في الجزائر أنا أعطيت الأمر. أول ماي حدث مظاهرة تاع العمال. نعم. أول ماي. جات فيها بالحفاف. بالحفاف وجماعة للتاريخ بالحفاف هذا أخته هي الزوج من خدم للتاريخ. سليمة. النقطة الثانية فيما يخص نتكلم تأسيس نتاع النظام السري. لامين دوبارين رحمه الله هو الاب الروحي للتنظيم السري. شهادات زوج من صحاب الهواط عبد العزيز محمد وكركبان بن ناصر قالوا لي واحد النهار فيزيت ميديكال عند لانتيالدي. فيزيت ميديكال قال نعبو عند لامين دوبارين يسألنا وما عندناش خبر واش يدير. إذا هذا يصلح يكون في النظام السري وهذا ما يصلحش. كي خلق النظام السري الاسم تاع بن بلا جابوا لامين دوبارين من أغنياء عطاه واحد يقولوا بالكبير، قالوا هذا يصلح. لامين دوبارين حط الكلمة بالبس، قالوا عند واحد واقترح عليه محمد مروق في وسط الجزائر. فيما يخص مظاهرة 845 العلمة ظهرت بكمالها كبار وصغار وانا كنت لما، لكن النظام في العلمة كان وقف. جابوا لي سلاح يجي حكموه، خاف قال حبيت نفرح معاكم، قال هو فرح حط البول. ما صارتش الكارثة اللي صارت في ستيف. والنظام الأحداث من 145 في الحقيقة راهي العلمة الأوامر الكل مشات من العلمة. علاه مشات من العلمة؟ لأن محمد بن وزداد عنده واحد يقول له ماضي عبد الرحمن عضو في الولاية تاع قصر، وأسس أول خلية نتاع البيبيا في العلمة وفيها مبارك جيلاني إلى آخره. الأوامر اللي جات في قسنطينة على طريق شادي المكي هي اللي نور التسخين ونور الكثير. بارك الله فيك. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. تفضل سي محمود. تفضل. نتكلم عن النشاط الدبلوماسي. حتى الميكرو حتى هاك شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فقط أردت أن أتحدث عن النشاط الدبلوماسي للسيد محمد اليمين دباغين رحمه الله عندما كان وزير الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية جيبيغا من 19 سبتمبر
1958 إلى أواخر ديسمبر 1959، يعني مدة سنة. هذا النشاط تميز بعدة اتصالات مع حكومات البلدان الشقيقة والصديقة. تم أثناءها الاعتراف لا reconnaissance du GPA. تم أثناءها الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. تلك البلدان هي باش يقولوا باورد كرونولوجيك يعني كرونولوجيا، واحدة من بعد الثانية، واحدة من بعد الأخرى. في البداية كان تونس شقيقة، ثم مصر، سوريا، العراق، المملكة العربية السعودية، إمارة الكويت، المملكة الهاشمية الأردنية، اليمن، السودان، ليبيا، سميوها المملكة الليبية آنذاك، المغرب. هذه البلدان العربية. هناك البلدان الإسلامية، باكستان، أندونيسيا، ثم البلدان الصديقة وهي يوغوسلافيا، الهند، الصين الشعبية، الفيتنام، كوريا الشمالية، ومنغوليا. شكرا. بارك الله فيك. تفضل الأخ، أعطيه الميكرو برك، أعطيه الميكرو من تما. كل حد مختوم سيدي المي لأن وليد المنطقة. السلام عليكم، رضا عمراني. أنا لو نتكلم على لامين دباغين لأن مع بعض من أصدقائي في الحركة الوطنية تكلمت مع عمي السعيد عمراني اللي كان متكلف بالنظام من أكتوبر 44 إلى نهار اللي نحكم في 50 في ديسمبر 50، ومع الدكتور شوقي مصطفى اللي كان شوقي مصطفى. واش قال لي أنا نهار دخلنا جينا من سطيف لي جون تاع الليسي تاع سطيف، جينا في جويي 40. قال لك دخلنا كان معمري معاهم بناي يزيتي 7 ليسيان. قال لك دخلنا قلنا فرنسا سقطت، لازم ندخلوا في حرب، نحلوا حرب في الجزائر باش نستقلوا نحرروا الجزائر. قال لك عنده خوه صديق لامين دباغين لان خوه كذلك كان واقيلا في كليه الطب في الجزائر. راح شاف لامين دباغين قال له ها واش كاين، لازم ندخلوا في حرب، فرنسا سقطت والمانيا راهي غلبتها، لازم نشوفوا كيفاش وكان معه مامريه الكاتب ليكريفان لامين دباغين قال لهم انتم صوار، ها واش صار باش دير حرب ما لازمش تخسر ولا تدخل في حرب ما توليش اللور، لازم تهيئ ماناش متحضرين. قالوا بصح كاين جماعه تاع محمد طالب هم هنايا روح شوفهم، هم هما كذلك هم يتحضروا باش ينطلقوا في حرب تحرير. هذه واش قال لي سعيد عمراني. واش قال لي لامين دباغين قال لي اول مثقف اللي التحق بالحزب الشعبي الجزائري. قال لي كانوا يعيطوا لنا لي فانوبي، بارتي دي فانوبي يعني لي بليبيان. قال لي كيف فرحات عباس جمعت العلماء، قال لك هادو سي دي بليبيان. قال لك سي لو سول انتيليكتويال بروميي اللي التحق بالبي بي في بدايه 39. قال لي لا اي توجور كيما كان عطاني ليكسبريسيون، قال لي عنده إلا في دي برانسيب، قال لي تي توجور دروا دون سي بوت، ما يغيرش الموقف نتاعو الثقافي والوطني، ولكن إليتي قال لي طري برودون. قال لي حنايا صدومي وهو ديما الاخر ديما يعقل. قال هاي الحاله هاي إلا في سيت ديمارش بلوتو انتيليكتويال كو لا ديمارش ريفولوسيونير تاع لي جون. بارك الله فيك. كاينه حاجه اخرى هذه قلتها هنا هيستوريكمون ما كاش منها الكارنا. على الكارنا جماعه
حبوا غير في نهايه 38 وبدايه 39 قالوا كانوا كيفاش نحرروا البلاد. كانوا زوج استراتيجيات. هذه قال لك وحده تاع الهند، قال لك الاخر تريك باسيف ديميسيون باسيف، ولا ما كاش لانسوريكسيون الموديل ايرلندي. لي زيرلندي من 14 ل 21 حاربوا انجليز بروميير بويسونس كولونيال ونجحوا. اور هما قال لك ندرسوا زوج. قال لك الهند ما نقدروش نديروا الهند لان حنايا رانا 8 ملايين والفرنساويين راهم 1.5 مليون. قال لك في الهند كاين 200 مليون. الوقت لا باش نعطيك التاريخ. هذه حقيقه خاطر من الناس ماتت ما لازمش نخليو الكذب يجي موراهم. واش قالوا؟ نو سي اون نو اون بو با لي زاكوزي دو فاشيست. واش قالوا هما؟ قالوا الالمان في لاغير 14 18 عاونت لي زيرلندي، عطاتهم السلاح والاخر باش بلوكاو لارمي انجلاز في ريروندا ونجحت الثوره الايرلنديه. قال لك حنا نروحوا نتصلوا بالالمان ونقولوا لهم نحلوا لكم جبهه هنايا في الجزائر، اعطيونا السلاح، عاونونا كيما عاونتوا لي زيرلندي. هايك سي سا سكا في لو كارنا اني سيتي با دي فاشيست. انت قلت لهم قلت نو قال اي وي سيتي با دي لا باش نقولوا سيتي با دو مون انمي سي مون انمي. مي هذه سي محمد طالب كي لا ايكريت قال لانمي دو مون انمي. ميم السالي الحاج كي شافوه في الحبس الحراش رفض، قال لهم اني با كيستيون. واش عملوا؟ ايزيتي 11 بارك الله فيك. وهذه بالتاريخ صح. فاشيست هذه سي لي نازي. فوالا بارك الله فيك. باش لا 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 ils étaient aliénés sur l'effort de guerre des Allemands. قال لهم تحالفوا معنا. تحالف ليس معناه بلي كاين adhésion aux idées fascistes et racistes. Je crois que c'était une aberration de l'histoire. Non, non, non. C'est une opposition, une prise de position politique. Ce n'est pas... C'est Dilmi, بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دائما أرى في هذا المنتدى بمشعل الشهيد والمجاهد أراه دائما منبر للزيارة للتاريخ. والله العظيم كل ما أحضر ندوة تاريخية إلا وأجدني أغوص في أعماق التاريخ. إذن أنا في الحقيقة أتكلم الأساتذة تاعي الأفاضل عن الموضوع، ولكنني أريد أن أخذ دقيقة فقط أتكلم على سي لامين الإنسان. سي لامين الإنسان اختار بلدة العلمة، اختارها فسكانها أكرموه وخدمهم فخلدوه. عيادة الرجل في العلمة كانوا يعيطوا له الحكيم، مش فقط الطبيب، عقل وحكم ورجاحة وطبا. كانت عيادته ملجأ للفقراء والمحتاجين. كانت عيادته ملجأ للفقراء والمحتاجين. كان يعطف على كل سكان البلدة. وهو حي حولت العيادة إلى مسجد. يعني وهو حي، معناها هو حي عيادة إلى مسجد. عندما قلت هذه الوقفة هذه، عائلة الفقيد سي لامين يعرفون وفاء أهل العلم للفقيد. يذهب الرجال ويتركون البصمات. لحد الآن في كل سنة من وفاته في 20 جانفي أهل العلم يزورون مقبرة سيدي محمد في وفد رفيع سنويا ويقرؤون عليه الفاتحة. هكذا يبقى الرجال وهكذا يخلدهم التاريخ. شكرا لكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. ربما نخليو كلمة للأخ المحاضر سي رشيد كاش ما يزيد يعقب ويقول ونختموا هذا اللقاء. اسمحوا لي على كل حال، ربما لي بروبو تاوعي الكلمة تاوعي زعجت بعض الناس وكان سوء تفهم. ما حبيتش نكرر الشيء المعروف، حبيت نجيب يعني
Ça m'a coûté de l'effort quand même pour pouvoir faire ces comparaisons et essayer d'être juste. Et à chaque fois, quand vous avez remarqué, je donne une source, je cite la source تاعي pour éviter justement les polémiques إلى آخره. ربما وهذا هو الهدف تاعنا لقراءة التاريخ بدون ملابسات. يعني moi je suis tout content. Ils ne m'ont pas donné de consigne ou la je suis venu, je suis un chercheur, je m'intéresse à ce personnage que je trouve qu'il est remarquable, il est méconnu dans notre histoire, et il y en a beaucoup comme lui aussi, mais lui, parce qu'il y a un grand débat, parce que il y a un débat de fond qui s'est posé à l'histoire du mouvement national. Et certainement tout le monde a pensé à ça. C'est celui du rapport entre l'activiste et l'intellectuel. Et lui, Lamine Barine, était au centre de ce débat. Lui, Chouqi Mostfaï. Parce que finalement, son exclusion des missions en 1949, il y avait ce problème. Et surtout, d'ailleurs, Mostfaï, c'est-à-dire il s'est coalisé avec Mseli contre lui. Il a regretté les années 50 après, quand il était exclu lui aussi. Parce que il y avait une nouvelle réalité humaine et démographique en Algérie que Messali n'arrivait pas à comprendre. Lui qui était l'enfant de l'ENA et d'une histoire du début du siècle, ça c'est des éléments qui sont très importants maintenant. D'être un peu pédant, comme on dit, un peu intellectuel, parce que c'est des questions de fond dans notre histoire, dans l'âme de ce pays. Par exemple, les Français s'intéressent à ça, mais nos historiens, ils n'ont pas fait ce travail herméneutique, je dirais même sur le plan philosophique, qui s'intéresse justement à notre attitude par rapport aux autres, à nous-mêmes, à notre libération. Et je crois qu'il est temps maintenant que les Algériens, il y a beaucoup de jeunes, et beaucoup mais c'est dommage que, moi, d'être clair, que le Jamia Tana ne joue pas ce rôle. C'est-à-dire, les gens souvent ont tendance de répéter, et parfois ils ne répètent pas uniquement les nôtres, ou les témoignages des nôtres, mais ils répètent ce que dit Geoffrey, l'historien, qui est considéré comme, ou là, même avec des guillemets, Benjamin Stora, ou là, Yves Courrière, qui est maintenant considéré comme un historien. Depuis quand Yves Courrière, tout le monde le sait, qui était au 12e bureau, il devient l'historien de la révolution algérienne, et que des univers... ولا مصدر عيب يا ناس. Et je crois que c'est à vous, parce que vous êtes, vous êtes mes aînés, je peux être votre enfant pour certains, c'est de vous justement de témoigner à nos enfants pour qu'il n'y ait pas des bêtises à le manuel scolaire pour dire ceci ou cela. C'est honteux que des gens répètent ce que raconte Yves Courrière. Même j'ai évoqué l'histoire des 3B, etc. Mais Yves Courrière devient la source. Mais tout le monde le sait ce qui s'est passé. Et comment les choses ont été faites. Les choses n'étaient pas aussi faciles. Ou la Ftahid Dib qui donne sa version. Ou la Flan ou la Filta. سمحوا لي d'être un peu... صح بارك الله فيك سي رشيد. إذا في الختام كما العادة حبينا نخليو المحاضر تاعنا العدد تاع جريدة المجاهد باش يقعد له ذكرى على هذا اللقاء هذه، وان شاء الله 3 المجاء عندنا تأبينية تاع المجاهد الفقيد الاعلامي عمي زهيري حدادا على الساعة 10 صباحا. تفضل سي رشيد مع سي عاشور شرفي باش يقدم لك لا اون تاع المجاهد. ذكرى ان شاء الله. كيل اونور يعني. شكرا يعني فريمون سي مجاهد المشروع اللي travaille à faire les historiens sur le مجاهد. بارك الله فيكم.